Dans une première partie, on va lui poser des questions auxquelles il va répondre en donnant le plus de détails possible. Et après, on aura un petit temps de questions. Vous pourrez lui poser tout ce qui sera venu à votre esprit pendant la discussion qu'on aura eue. Donc, pour commencer, pour ceux qui n'ont pas encore lu vos livres ou qui ne vous connaissent pas encore bien, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter brièvement, vraiment en quelques mots Ok. Il faut que je prenne le micro. Je prends le micro. Je dois rester assis parce que je suis filmé là, donc ça fait un peu bizarre, mais c'est pas par fainéantise. Un peu. Me présenter en quelques mots, c'est toujours compliqué. Disons que je suis auteur, je fais du roman noir historique, géopolitique. J'ai presque 50 ans. Et voilà, j'ai 2 gamins, je vis à Rennes, à côté de Rennes. Et donc là, on va parler d'une trilogie qui, je me permets d'expliquer un peu, qui remonte aux origines du djihadisme qui a ensanglanté la France en 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez. Charlie Hebdo, et puis à la fin de l'année 2015, le 13 novembre. Le micro Je vais l'enlever. Donc voilà, je remonte, en fait, je suis parti du 13 novembre 2015, et autour de moi, lorsqu'il y a les attentats à Paris, au Bataclan et dans le 11e arrondissement, les gens autour de moi s'étonnaient que ça puisse arriver. J'ai des amis qui étaient plutôt lettrés, éduqués, qui me disaient « mais c'est nouveau, ces gamins quasiment qui se font exploser dans une foule ou qui tirent dans la foule à Kalachnikov ». Pour moi, c'était pas nouveau. Pour moi, je me souvenais que dans les années 90, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Khaled Kelkal qui a mené une campagne terroriste en France, qui a porté le djihad en France, en fait, au nom de sa religion, au nom dévoyé de sa religion, on pourrait dire. Et donc, j'ai voulu écrire les 30 années, enfin les 25 années qui ont précédé les attentats du 13 novembre 2015. Voilà. Cette trilogie a pas mal fonctionné, donc j'imagine que c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Nous avons cru comprendre que vous aviez été professeur d'histoire géo et même journaliste. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours professionnel ? Alors, je ne suis pas un modèle en termes de parcours professionnel. J'ai été effectivement prof d'histoire géo. En gros, j'ai été étudiant jusqu'à mes 30 ans. Enfin, j'ai un peu tiré sur la file. J'ai fait un doctorat de sciences politiques, en fait. Mais bon, j'avais pas de financement, donc il fallait bien manger. Donc j'ai été prof. J'ai fait à peu près de la 6e à la terminale, toutes les classes en tant que remplaçant. J'ai été aussi journaliste, mais j'ai été le journaliste pigiste, en fait, dans des petits journaux. Donc voilà, en fait, j'ai jamais vraiment eu j'ai jamais eu de CDI et j'ai toujours été plus ou moins remplaçant, quoi. Et arrivé un moment où je me suis dit, qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie ? Je me souviens, c'était un matin, j'avais un peu mal dormi parce que je commençais à me dire que les années passaient, tout ça, et je me suis dit que peut-être mon rêve, c'était d'écrire, quoi. Et je me suis dit, je vais essayer sérieusement d'écrire, quoi. Et il a fallu quelques années. Ça a été compliqué. J'ai été dans des petites maisons d'édition. J'ai pas beaucoup vendu au début. Et je pense que pendant 5-8 ans, heureusement que ma compagne gagnait un peu sa vie parce que ça a été vraiment compliqué. Mais néanmoins, bon, je suis arrivé à être auteur, à en vivre. Depuis 5 ans, j'en vis à peu près. Et à ne pas être, pour la première fois de ma vie, remplaçant, quoi, en tant qu'écrivain. Mon parcours professionnel, c'est celui-là, alors c'est pas super. J'aimerais bien savoir quelle est votre plus grande motivation, qu'est-ce qui vous pousse réellement à écrire encore aujourd'hui ? 2 choses. D'abord, écrire, ça me permet de, je ne sais pas si je dois dire ça ici, mais enfin bon, de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir de cadre d'obligation d'horaire aussi. C'est une liberté qui est plutôt confortable. Moi, j'ai mon bureau dans le 2e étage de ma maison, là. Je suis assez tranquille. J'écris quand je le sens, quand je le veux, quand j'en ai la nécessité. Mais au-delà de ça, j'écris, et je pense que c'est le sens de votre question, j'écris aussi parce que je crois
Je crois à la littérature, je crois aux livres, je crois que le roman peut enseigner, peut expliquer le monde dans lequel on vit. Et je pense que le roman est un média intéressant pour se poser des questions sur l'actualité, sur ici et maintenant. Alors moi j'écris sur l'histoire récente, mais l'histoire récente permet aussi je pense que l'histoire permet de comprendre le présent et d'une certaine manière nous prépare peut-être à affronter l'avenir. Voilà, l'écriture pour moi c'est, en tout cas le roman que j'écris, c'est un roman engagé, c'est un roman politique, on pourrait dire. C'est-à-dire que je ne mets pas mes opinions dans ma poche et mon mouchoir par-dessus, comme on dit. Mais bon, voilà, c'est la vision du monde que j'ai, la vision des erreurs aussi qu'on a commises. Disons l'État français, nous en tant que citoyens et tout ça, et qui donne un peu le monde dans lequel on vit. Ce monde qui, à mon avis, ne va pas si bien que ça. Enfin, c'est pas non plus tout noir, enfin, on a de la chance, on est en France, on est peinard et tout ça, mais le monde actuellement prend une orientation qui me pose problème, et donc voilà, à travers mes romans, j'essaye d'expliquer tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a eu un réel déclic qui vous a fait devenir écrivain, et si oui, qu'est-ce que ça a été un moment, par exemple, dans votre vie? Le déclic, plus j'y réfléchis, j'ai rencontré des profs bien. Ouais. Et c'était sans doute au lycée, mais des gens qui m'ont proposé des choses. Alors que un prof d'histoire géo qui me parle de choses, qui m'éveille aussi, qui me pose des questions, qui m'intéressent. Des profs de littérature aussi qui m'ont donné des bouquins à lire, qui étaient hors cours, si on peut dire. Ça, c'est une chose. Le déclic, c'est aussi d'avoir lu beaucoup, aussi, d'avoir été intéressé par des auteurs intéressants, des auteurs classiques ou des auteurs plus modernes. Et puis, c'est ce que je disais aussi, le déclic, c'est de se dire que peut-être que le roman pouvait servir à quelque chose. J'ai pas l'arrogance de penser que le roman peut changer le monde. En tout cas, il ne peut pas le changer rapidement ou de manière très, très visuelle. Mais je pense que, à la marge et en faisant bien le boulot, on peut poser des questions intéressantes et amener les lecteurs à répondre à ces questions. Ça, c'est le déclic aussi. D'accord, merci. Alors, passons maintenant à votre trilogie. Donc, elle a pour protagoniste franco-algérien Tej Benazar, qui est agent des services de renseignement français en Algérie. Et donc, cette trilogie a connu un véritable succès auprès des lecteurs et des critiques, puisqu'il a été récompensé du Grand Prix de littérature policière 2020 et bien d'autres prix encore. Est-ce que vous pourriez nous en donner, pour commencer, un petit résumé pour ceux qui n'ont pas lu? Oui, alors c'est compliqué de résumer ce bouquin qui court sur 25 ans, qui fait... En fait, ces 3 livres font plus de 1000 pages si on les met l'un au-dessus de l'autre. En fait, bon, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, je remonte... Il y a les attentats du 13 novembre 2015 et moi, j'essaye de comprendre d'où ça vient. Et donc, je remonte dans les années 90. En Algérie, il y a eu une guerre civile qui a fait quand même 200 000 morts, dont on n'a plus, en tout cas en France. Enfin, je dis ça, j'imagine que les gens qui ont de la famille qui a vécu en Algérie, qui vit encore en Algérie, ont le souvenir de cette période. Mais nous, et pour le coup, moi en tant que Français qui n'ai pas de lien famille, disons, j'ai pas de famille et pas de culture algérienne, enfin, je m'en souvenais, mais autour de moi, personne ne s'en souvenait. Donc voilà, je remonte. Le premier opus de la trilogie parle de cette guerre civile qui a eu lieu et qui a créé, en gros, c'est compliqué, mais cette guerre civile opposait les généraux, l'armée algérienne qui avait pris le pouvoir en Algérie, aux FIS et aux GIA, qui étaient des groupuscules, pour aller vite, qui étaient des groupuscules terroristes, islamistes, qui avaient pris le maquis. Une guerre de 10 ans va s'en suivre, avec des massacres horribles. Il y avait des villages entiers qui étaient massacrés en une nuit. Il se trouve qu'au bout d'un moment, on a un peu compris qu'il y avait une manipulation des militaires sur les terroristes, si on peut dire,
et que les terroristes n'étaient pas les seuls à faire des exactions. C'est-à-dire qu'on pense que l'armée, et c'est un peu ma thèse à travers ce bouquin, que l'armée algérienne a soit favorisé, soit manipulé les terroristes pour qu'il y ait des massacres. Voilà. Mais ce pays, l'Algérie, est aussi un pays qui est proche de la France. Alors, pour des bonnes et mauvaises raisons. La bonne raison, si on peut dire, c'est qu'il y a une forte diaspora algérienne en France. Moi, j'ai fait mon lycée dans la région parisienne. Enfin, j'étais jusqu'à mes 20 ans dans la région parisienne. Et dans ma classe, il y avait beaucoup d'Algériens. Enfin, il y avait un tiers quasiment de Maghrébins, disons, et qui d'ailleurs retournaient, comme il disait, ils retournaient au bled tous les étés. Voilà, la diaspora était importante en France, mais aussi, on sait que la France a colonisé l'Algérie pendant 140 ans et qu'il y a une présence française, disons, qui est plus économique maintenant en Algérie. En tout cas, le gouvernement français a toujours eu des rapports très, très étroits avec le gouvernement algérien et les militaires qui ont le pouvoir en Algérie. Voilà, écoutent parfois ce que leur disent les dirigeants français. Mais lorsqu'il y a cette guerre civile dans les années 90, à un moment, les Français disent aux Algériens, il va falloir calmer le jeu, il va falloir discuter avec les terroristes algériens du GIA. Sauf que les militaires algériens au pouvoir refusent de discuter. Et d'ailleurs, ils trouvent leur compte à ce qu'il y ait cette guerre civile, parce que ça leur permet de rester au pouvoir, ça leur permet d'éviter qu'il y ait des élections démocratiques. Et donc, certains, pas tous, mais certains militaires au pouvoir vont favoriser, en fait, que le chaos algérien passe la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer ce jeune garçon dont je parlais, Khaled Kelkal, qui est un Français d'origine algérienne, mais qui est français, et qui va créer un groupe de terroristes et qui va poser des bombes. Vous vous souvenez pas, vous étiez évidemment pas né, encore qu'il y en a certains si. En 95, il y a eu un attentat au métro Saint-Michel à Paris, là, un RER a explosé et Khaled Kelkal en est l'auteur, quoi. Et voilà, il y a eu plusieurs attentats. À Paris, à Lyon aussi, des tentatives en tout cas. Et voilà, c'était en fait le chaos algérien qui passait la Méditerranée pour venir toucher la France. D'une certaine manière, c'est compliqué, c'est un jeu de billard j'allais dire en 3 bandes, mais sans doute plus, mais c'est les généraux algériens qui manipulaient les terroristes sur leur propre sol, qui leur ont laissé la possibilité de passer en France pour en fait mettre le gouvernement algérien devant le fait accompli en disant, voilà, les généraux algériens disaient, si nous on perd le pouvoir en Algérie, regardez ce qui va se passer, le chaos algérien va passer sur votre sol. Donc voilà, c'était en fait un jeu de manipulation assez problématique, mais qui a créé, si on peut dire, la première mouture du terrorisme djihadiste en France. Voilà. Je me perds un peu en vous racontant tout ça, mais c'est le premier opus de la trilogie. Le deuxième opus, vous le connaissez sans doute plus, c'est la montée jusqu'au 11 septembre 2001 et l'apparition d'Al-Qaïda, qui apparaît dans les montagnes pakistanaises et tout ça, pour finalement à un moment toucher New York. Les Américains ont leur centre économique et, comment on pourrait dire, quasi spirituel, enfin bon, New York, quoi. Le troisième épisode de la trilogie s'attaque aux événements de l'année 2015, donc Charlie Hebdo au début de l'année et les attentats du Bataclan à la fin de l'année. Mais c'est un roman, je suis romancier, alors c'est documenté, tout ça, mais je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un journaliste non plus. Donc mon roman aussi prend pour cadre une fiction et a pour protagonistes des personnages fictifs que j'ai inventés et qui, tout au long de ces 25 ans, vont, parce qu'ils sont agents de la DGSE, des services de renseignement français, ou flics de l'antiterrorisme à Paris, ou journalistes, vont mener ces enquêtes, quoi. Et étonnamment, quand j'écris ces bouquins, à un moment, je vais me dire, ouais, mais mes personnages, ils vieillissent, quoi. Et mes personnages qui n'ont pas... Je ne suis pas assez cinglé pour imaginer qu'ils ont une réalité tridimensionnelle, enfin qu'ils existent réellement, mais moi je les vois dans ma tête, je les ai vus. Donc, Tej Benlazar, dont vous parliez, qui est le véritable héros du premier opus, va finalement vieillir
et à un moment, il va devoir prendre sa retraite aussi. Donc c'est sa fille qui va prendre la main et tout ça, et ça crée une espèce de grande famille qui jusqu'à la fin de Ben Lazare, qui d'ailleurs, comme tout un chacun, à un moment, doit un peu tirer sa révérence, et c'est dommage pour lui, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, histoire fictive, donc roman, mais qui explique une histoire qui s'est réellement déroulée. Ça va? Les explications? Il faut savoir aussi les avantages de Saint-Michel, moi qui m'ont impacté personnellement, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vraiment influencé Oui, bien sûr. Moi, j'avais 20 ans à l'époque, à peu près, et je vivais plus à Paris, je vivais à Rennes depuis quelques années, mais moi, Saint-Michel, j'y allais, quoi. Enfin, je passais par là souvent et tout. Et surtout, je me souviens qu'à la gare de Rennes, quand j'étais étudiant, on voyait Khaled Kelkal était recherché, et on voyait la photo anthropométrique de ce type, et il n'avait rien d'un salafiste, il n'avait rien d'un islamiste radical. Enfin, il avait un blouson en cuir, il était looké, d'ailleurs comme mes potes que j'avais au lycée quelques années auparavant, et je le voyais, et le type avait 22 ans, et même à l'époque, je lisais un peu les journaux, et on expliquait un peu son parcours à ce garçon. C'était un gosse qui... c'est ce qu'on appelait à l'époque la deuxième génération, c'est-à-dire que c'était les parents qui étaient venus en France chercher du travail. Souvent, d'ailleurs, on était allés, nous, Français, en tout cas les entrepreneurs et les pouvoirs publics français, les chercher en Algérie pour leur dire « venez travailler dans les usines » et tout ça. Leurs enfants avaient souvent pas eu de travail parce qu'il n'y en avait plus, mais ils étaient restés en France, c'est ce qu'on appelait la seconde génération. Et Khaled Kelkal était un gamin qui avait pas trop mal réussi. C'est un gamin qui avait intégré un grand lycée, qui avait réussi à avoir son bac et qui avait intégré une prépa dans un grand lycée à Lyon, qui s'appelle le lycée de la Martinière. Et ses profs au lycée, quand ils en parlaient, disaient que c'était un type assez brillant. Le seul problème, c'est qu'il vivait dans une cité qui s'appelle la cité du Mas du Taureau, à Lyon, à côté de Lyon, à Vaux-en-Velin, et qui est une cité assez compliquée. Et ses frères, Khaled Kelkal, n'avaient pas pris ce chemin, ce bon chemin, si on peut dire, au contraire. Voilà, un soir, Khaled fait un braquage à la voiture bélier dans un centre commercial, et puis il se fait choper. Donc il est envoyé en prison, et c'est là où il va rencontrer des islamistes qui vont lui dire qu'il y a peut-être moyen qu'un garçon comme lui, intelligent, puisse se battre pour la cause. En gros, c'est comme ça. En sortant de prison, sa mère, qui croit bien faire, et sans doute qu'elle avait raison a priori, lui dit « Viens avec moi en Algérie, tu vas rencontrer ta famille, tu viens de quelque part, quoi, en gros. » Et elle l'emmène en Algérie. Il rencontre sa famille, certes, mais il rencontre aussi des gens du GIA, des terroristes, qui vont se dire que ce garçon a un potentiel pour eux, quoi. Et donc, d'abord, il va passer de l'argent, il va passer des armes, et un jour, en France, il va créer un réseau terroriste, quoi. C'est difficile de dire pourquoi il y a des jeunes gens, et les jeunes gens qui ont tiré dans la salle du Bataclan, qui se sont fait exploser au Stade de France en 2015, sont pareils que Khaled Kelkal. On n'a pas réussi réellement à avoir une grille de lecture pour se dire « Ah, ce gamin, il va passer du mauvais côté, tout ça. » Il y a des convertis, il y a des gens qui vivaient dans des familles catholiques, qui sont devenus musulmans et qui sont devenus terroristes. Il y a des gamins qui étaient dans des familles musulmanes, mais modérées, qui sont devenus terroristes. Et voilà, c'est assez compliqué. Cependant, il y a un dénominateur commun qui émerge, c'est que souvent, beaucoup de ces gamins ont fait un passage par la case prison, et c'est là où ils ont rencontré en fait des salafistes, des radicaux. Et c'est un peu là où on s'aperçoit que la prison, à mon avis, répond pas trop à ce qu'on attend d'elle. Et en tout cas pour ces gamins, ils ont fait les mauvaises rencontres, souvent en prison. Alors je dis ça, et c'est pas toujours le cas. Il y a quelques années, il y a un général de gendarmerie qui, un jour, la DGSE est venue frapper à sa porte en lui disant, enfin, il est venu à son bureau et pour lui dire, vous savez que votre fille est en Syrie actuellement, quoi. Le mec est général de gendarmerie à Brest. Il dit quoi? Non, mais ma fille est à Paris, fait des études. Non, elle est en Syrie avec Daesh, quoi. Elle est mariée avec un combattant tchétchène de Daesh. Et le général de gendarmerie n'était pas du tout au courant. Donc c'est pas toujours le cas. Elle n'était pas passée par la classe prison. Disons que c'est un peu incompréhensible.
expliquer ça, c'est... je pense que les sociologues, les universitaires, les psychologues sont d'accord sur le fait, bien sûr, il y a des possibilités de voir un peu des milieux qui seront plus favorables à ce genre de passage à l'acte, mais il n'y a pas de grille de lecture parfaite, quoi. Mes romans questionnent ce moment du passage à l'acte, mais je vous le dis franchement, j'ai pas de réponse, même fictive, même romanesque, quoi. L'idée, c'est un peu comme en partant de la guerre civile en Algérie dans les années 90. On arrive aux attentats de 2015. Et donc, cette trilogie décortique, en quelque sorte, la genèse de la montée du terrorisme djihadiste. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée et surtout pourquoi ce combat en particulier? Oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Ce qui m'a donné cette idée, je vous dis, le 13 novembre 2015, bon voilà, il y a les attentats et la France est sous le choc. D'ailleurs, bizarre, comme la France est plus sous le choc lorsque ça se passe à Paris, que j'ai l'impression que sous le choc quand ça s'est passé à Nice ou quand ça se passe ailleurs, mais enfin bon, c'est comme ça. Et la France était sous le choc, et c'est ce que je racontais tout à l'heure. On discute, je suis avec des potes et tout, et qui me disent « on n'a jamais vu ça, le monde devient fou ». Et c'est là où moi, peut-être que mon seul talent, je ne sais pas, mais c'est d'avoir une mémoire assez... j'ai une grosse mémoire, je me rappelle de choses, ça me joue des fois des tours, c'est pas toujours bien. Mais enfin bon, là, pour le coup, je me rappelais de Khaled Kelkal, le jeune homme dont je parlais. Et voilà, cette envie finalement d'expliquer, et d'expliquer à mes potes, à mes connaissances, que non, souvenez-vous ce qui s'est passé, quoi. J'ai l'impression qu'on oublie vite, en fait, et plus encore depuis qu'on est rentré dans cette ère du multimédia et du tout est image. Enfin, je veux dire, on en a des histoires à se raconter tous les jours, et puis on nous en impose aussi via les réseaux sociaux, via les chaînes d'information locales, les chaînes d'information continues. Voilà, on nous propose des images, des histoires, donc ce qui fait qu'on oublie la précédente. Et quand mes connaissances disent « Non, ça s'est jamais passé en France, on n'a jamais vu ça », non, ils ont oublié parce qu'il y avait le 11 septembre 2001, ils ont oublié parce qu'il y a eu, je sais pas, ils oublieront parce qu'il y a eu la pandémie du Covid. Enfin, voilà, ces histoires qu'on nous raconte et qu'on nous propose, qu'on nous force à écouter d'ailleurs, d'une certaine manière, ben, ça nous fait oublier un peu. C'est pour ça que je crois au papier, je crois à la littérature, je crois au roman qui peut conserver une trace de ça. Et donc, pour avoir lu personnellement La guerre est une ruse, donc le premier opus de la trilogie, je dois avouer que le roman est extrêmement détaillé sur le plan historique et il montre un peu la face cachée de ce qu'on peut connaître sur les éléments de l'histoire. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous vous documentez pour écrire vos romans? Oui. On m'a souvent posé des questions, est-ce que vous avez des connaissances à la DGSE ou chez les repentis du FIS, enfin les islamistes, et moi je suis pas journaliste, je fais pas un travail d'entretien. D'abord, j'ai jamais eu de scoop, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire tiens, tu devrais peut-être bosser là-dessus, c'est pas du tout mon truc. En fait, je fais un gros travail de documentation, mais je pourrais presque dire que tout le monde peut le faire. Tout le monde. Il faut en avoir l'envie, il faut en avoir le temps, il faut en avoir, à mon avis aussi, certaines névroses. Enfin, bon, moi c'est mon truc, quoi. J'adore ce truc de tirer sur la pelote, vous voyez, essayer de démêler le truc. Hein. Et alors, ça m'entraîne dans des voies que j'ai pas paramétrées avant, que j'ai pas programmées avant. Et je dirais même que ma fiction, mon roman, est parfois modifié par la réalité que je découvre. Mais toute ma masse documentaire, en fait, je l'ai trouvée, écoutez, sur Internet, sur des sites spécialisés. Je lis beaucoup d'essais universitaires. Je lis des romans aussi qui ont été écrits à ce moment-là. Il y a pas beaucoup de Français qui ont écrit, par exemple, sur la guerre civile algérienne dans les années 90. Néanmoins, il y a des Algériens qui ont écrit sur leur propre guerre civile. Et ça donne une vision de l'intérieur, quoi. Alors voilà, je fais ça. Je regarde des documentaires. À un moment, il se trouve qu'il se passe un truc bizarre dans mon esprit, c'est que j'ai une vision un peu d'ensemble. Mais cette documentation, moi, je la continue durant l'écriture du roman aussi. L'écriture du roman me demande aussi d'aller chercher d'autres précisions. Et
Donc voilà, je me retrouve avec cette masse documentaire. J'essaye de pas... J'ai une ligne blanche ou une ligne rouge, je sais pas. En tout cas, j'essaye de pas dépasser cette ligne qui fait que l'histoire, la vraie histoire, celle avec un grand H, doit être documentée, doit être, comment on pourrait dire, vérifiée pour éviter que dans mes écrits, moi, je blesse plus encore les gens qui ont été témoins ou victimes de la violence dont je parle, des événements dont je parle. Parce que je travaille sur l'histoire récente et évidemment, il y a des témoins et des victimes qui sont encore vivants et qui peuvent un jour lire mes romans. Voilà, c'est un peu mon éthique personnelle, la déontologie, c'est que la vraie histoire, il faut la blinder. Alors je peux me tromper, mais néanmoins, si un jour on vient me voir, on me dit « Ouais, tu parles d'un événement, t'es sûr ?» Je pourrais dire « Bah ouais, mais regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai vu, regarde ces témoignages, c'est ce qu'il en ressort. » quoi. Voilà. Est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer comment vous parvenez à entremêler réalité et fiction tout en gardant un rythme qui permet au lecteur de rester jusqu'à la fin? Eh ben non, je pourrais pas. Je suis désolé, mais il y a un truc, ouais, je sais pas. Alors, je dis souvent que d'abord, je suis un mauvais théoricien de la littérature en général et de la mienne en particulier. Je pourrais pas expliquer. C'est de l'ordre du mystère de la création. Oh là là, on est dans le mystère de la création, là, c'est beau. Mais je pourrais pas expliquer comment je fais réellement. Il se trouve que ce que je peux faire, c'est blinder la documentation historique, la vraie, et essayer de travailler au mieux mon roman pour que ça soit crédible. Maintenant, j'aurais du mal à vous expliquer comment ça se passe là-haut, quoi, dans ma tête, un moment, quoi. Mais non, je n'ai pas de réponse à ça. C'est un truc, je ne sais pas comment vient. J'ose imaginer que je suis un peu dans l'artistique aussi. Je ne sais pas, un chanteur qui invente des paroles, une musique, une mélodie, est-ce qu'il peut expliquer vraiment d'où ça vient, quoi? Ça vient de quelque chose, ça vient de l'expérience, ça vient de la culture, ça vient des rencontres, mais je ne pourrais pas vous donner la martingale, quoi. Enfin, comment faire, hein, je ne peux pas. À travers vos livres, quel est le message que vous recherchez à transmettre et quelle émotion essayez-vous de faire ressentir au lecteur? Je dis souvent qu'il y a autant de livres, enfin, j'ai écrit autant de livres qu'il y a de lecteurs, au sens où le lecteur s'approprie le roman, mon roman, et parfois j'ai fait des rencontres en librairie où les gens me proposent une lecture qui n'est pas vraiment celle de mon écriture, au sens où des fois les gens me trouvent des paraboles assez intéressantes dans mes écrits que j'ai pas paramétrées comme ça. Enfin, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les émotions que j'essaye de faire passer, évidemment, il y en a. C'est des histoires d'amour quand même, c'est des histoires de violence, donc c'est des histoires de vengeance, des histoires des erreurs, enfin, tout ça. Mais le lecteur va s'en trouver d'autres, des émotions. Je me suis aperçu ça, par expérience, que le lecteur va s'en créer aussi. On plaque son expérience propre sur un roman qu'on lit aussi, j'en suis persuadé. Et pourquoi quel était le début de la question? C'était les émotions et avant, le message. Le message, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est d'abord, n'oubliez pas ce qui s'est passé, n'oubliez pas ce dont vous êtes sans doute responsable en tant que citoyen, et puis n'oubliez pas ce qui s'est passé parce que ça peut vous servir à décrypter le temps présent et l'avenir peut-être. Donc voilà, c'est ça le message. Et le message, plus encore, c'est pas parce qu'on vit dans un pays comme la France, qui est un pays démocratique, enfin, où la représentation démocratique est assez bien suivie et assez bien soutenue, qu'il ne faut pas croire que la France a les mains propres, quoi. Voilà. Si on peut dire, on est responsable parfois du chaos qu'il y a eu dans le monde, on est responsable d'une histoire récente qu'on ne veut pas voir aussi, qu'on ne veut pas assumer. Il se trouve qu'en France, on a du mal à se retourner sur notre propre passé. On a eu du mal à voir qu'on a collaboré avec l'occupant nazi
pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a du mal à voir qu'en Algérie, dans les années 50 et 60, lors de la guerre d'Algérie, on a fait des choses qui n'étaient pas jolies du tout, et qui, d'abord, on a fait des choses que l'occupant allemand, dans les années 40, a fait également, donc c'est pas joli, et qu'on ne s'est pas retourné sur notre histoire récente. On a du mal en France. J'ai envie de dire que les Américains, on aime ou pas l'État, la culture américaine, mais les cinéastes, les auteurs, les écrivains, les artistes américains ont plus tendance à se retourner rapidement sur leur histoire récente. Un type comme... on a fait des histoires sur la guerre du Vietnam, alors que on a fait des films sur la guerre du Vietnam, alors que la guerre du Vietnam n'était quasiment pas finie. On a fait, des réalisateurs américains ont fait des histoires sur la guerre d'Irak au début des années 2000, alors que les troupes américaines étaient encore en Irak. Enfin, il y a quand même une façon courageuse de se retourner, en tout cas d'une certaine intelligentsia, de certains artistes américains sur leur histoire personnelle. En France, il nous faut, j'ai l'impression, plus de temps. Il nous faut 30, 40 ans pour qu'on commence à parler de la collaboration avec les nazis, pour qu'on commence à parler de la guerre d'Algérie, et sans doute pour qu'on commence à parler un jour ou l'autre de ce qu'on a fait dans les années 90 en Algérie, ou alors plus tard en Syrie et tout ça. Enfin bon. Voilà, il nous faut plus de temps. C'est plus compliqué, je ne sais pas pourquoi. Et donc, vos romans touchent de divers sujets qui sont assez délicats, tels que le trafic d'armes, le terrorisme, la guerre et même le véganisme. Pourquoi, selon vous, le roman doit-il être politiquement engagé ? Alors, le roman, il doit être tout ce qu'il veut. Il peut être plaisir, il peut être léger, il peut être rigolo, marrant, enfin, et il peut être engagé. Et moi j'écris de ce côté-là, quoi. Le roman n'est pas obligé d'être engagé, au même titre que la chanson, que la peinture, que le cinéma ne sont pas obligés d'être engagés. D'ailleurs, il faut du léger, quoi, bien évidemment. Moi, j'écris du côté du roman engagé, parce que, et encore une fois, je sais pas faire autre chose, quoi. Enfin, il y a un truc. Je pense que j'écris aussi ce genre de roman parce qu'un jour ou l'autre, mes gamins, ils me demanderont, ils sont petits encore, mais ils me demanderont qu'est-ce que tu as fait pour nous. Des fois, je me dis, il y a un moment, on était un peu plus, on était un peu mieux quand même. Il y avait des choses un peu mieux dans notre société qui commencent à se perdre et tout ça. Il y a des choses qui vont pas dans le monde, on en est responsable ou pas en tant que Français, en tant que citoyen français, je sais pas, mais c'est une manière, écrire des romans engagés, c'est aussi peut-être une manière un peu lâche, mais de me prémunir quand mes gamins me diront qu'est-ce que tu as fait, quoi, pour empêcher que ça merde un peu plus. Je leur dirais, j'essaie d'écrire des romans, quoi, pour expliquer le monde, pour questionner le monde. C'est un peu ma part du truc. Alors c'est pas grand-chose, mais c'est peut-être ça, ouais. Voilà pourquoi j'écris, en fait. Et donc, selon vous, est-ce que le roman noir est le genre le plus propice pour diffuser ce genre d'idées ? C'est possible. Disons que le roman noir, comme je l'entends, c'est aussi un roman qui refuse les frontières, enfin, où les frontières s'effacent. Dans le roman noir, souvent, le héros est plus cabossé, parfois plus perverti, que le méchant qu'il est pourtant censé arrêter. J'aime bien cette idée que parfois les héros, et d'ailleurs dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit que les gens qui sont portés au nu, qui sont des héros, quoi, on s'aperçoit que parfois, quelques années après, que c'est pas aussi clair que ça. Je crois que dans le roman noir, c'est vrai. Il y a possibilité d'éviter tout manichéisme. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Voilà. Le roman noir, c'est ça. Donc, le roman noir peut saisir de sujets compliqués qui nécessitent aussi de se dire « Ok, machin était sympa dans ce moment-là, mais pas tout à fait. Il a fait ça aussi parce qu'il avait des objectifs, des ambitions. » Ça, le roman noir le permet. Maintenant, je ne suis pas spécialiste du roman, ce qu'on oppose au roman noir, donc le roman blanc, mais c'est possible aussi d'intégrer ce genre de hiatus. Et j'ai envie de dire aussi que c'est aussi très français de
d'opposer de catégoriser aussi les romans. Enfin, voilà, il y a du roman blanc, du roman historique, du roman du feel good, tout ça. Mais tout ça, finalement, n'a pas d'autre sens que de se retrouver sur des étals de librairie et de classifier, en fait. Je peux croire que le roman blanc peut se saisir de problématiques réelles, actuelles, comme le roman noir peut se saisir de problématiques complètement inventées avec, je sais pas moi, avec une loge, enfin, avec des francs-maçons qui partent en guerre contre des néo-nazis et tout ça, enfin, des trucs aberrants, quoi. Enfin, ça peut aussi exister dans les deux cas. Mais en France et en art, on a tendance à catégoriser aussi. Donc, pour un peu conclure, avant de passer aux questions, le 9 septembre dernier, vous avez sorti un nouveau roman intitulé « La nuit sur nos âmes ». Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Bien sûr. Là encore, c'est un moment dont, enfin, vous que vous n'étiez pas né, mais en 2001, il y a eu un grand sommet, il y a eu un sommet du G8 à Gênes, et il y a eu un contre-sommet qui a eu lieu dans la ville. À l'époque, on appelait ça les altermondialistes, les anti-mondialistes, qui sont réunis. Il y a 500 000 personnes qui sont venues à Gênes pour dire aux 8 chefs d'État des pays les plus riches qui se réunissaient au centre-ville de Gênes, pour leur dire on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire du monde, quoi. Votre économie ultralibérale, on n'en veut pas. Moi, j'avais 25 ans, 28 ans, je crois 28 ans, et j'y étais parmi ces 500 000 personnes et tout. Le fait est que cette grande réunion, qui devait être une fête, il y avait un concert gratuit de Manu Chao, enfin, je dis Manu Chao, mais ça se trouve personne ne connaît ici Manu Chao, mais enfin, quand même. Il y avait un grand concert, enfin, c'était super festif, et tout d'un coup, ça va se transformer en tragédie. Il va y avoir des gros affrontements, il y aura ce qu'on appelait le Black Bloc qui va s'opposer à la police, mais plus encore la police qui va essayer de casser ce grand mouvement altermondialiste physiquement, quoi. Donc il y a vraiment une répression qui est assez sauvage. Il y a un mort, il y a un jeune garçon qui s'appelle Carlo Giuliani qui se fera tuer de 2 balles dans la tête, là, d'ailleurs par un jeune policier qui ne savait pas ce qu'il faisait là et qui n'avait aucune expérience. Disons que le flic qui tue ce jeune garçon n'est pas plus responsable en fait, on l'a placé là et il n'avait rien à faire là, en gros. Mais les responsables, c'était l'État italien, c'était les hauts gradés de la police et des carabiniers italiens qui vont vouloir casser le mouvement intermondialiste. Voilà. Et moi, je fais un roman pendant ces 5 jours-là. Ce roman fictif, en fait, avec des protagonistes fictifs, essaye d'expliquer ce qui s'est passé et essaye d'expliquer un moment que même les plus anciens, peut-être ils ne s'en souviennent pas plus que vous d'ailleurs là-haut, mais en tout cas expliquer ce moment qu'on a un peu oublié, que les livres d'histoire ont oublié, un moment qui a été en plus mis de côté parce que 2 mois après il y avait le 11 septembre 2001. Et alors là, tout d'un coup, on disait, ouais, enfin, les choses sérieuses ont commencé, il y a ce truc de la guerre des civilisations, je ne sais plus trop quoi. Donc, ce qui s'est passé à Gênes 2 mois plus tôt, vous êtes gentil, on verra plus tard, quoi. Et voilà, encore une fois, ce roman aussi, à travers ce roman, j'essaye de dire, rappelez-vous ce qui s'est passé, quoi, aussi. Donc, on a vu aussi à travers cette interview que vous voyez qu'il y a beaucoup d'injustices au niveau, premièrement, du milieu de la police et aussi de tout ce qui est prison. Est-ce que ça pourrait revenir dans un de vos prochains livres, ce sujet ? Ouais, le sujet de la prison, de la police, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, ça peut revenir. Ça peut revenir, bien sûr. Enfin, c'est des sujets qui m'intéressent, la violence, en fait. On me dit souvent pourquoi tu écris sur la guerre, sur les génocides, sur les affrontements violents, sur le terrorisme. Je pense que ça parle de l'état d'une société. Je pense que le niveau d'acceptation de la violence aussi dit le niveau d'acceptation du citoyen quant à sa soumission à l'autorité. Donc, je pense que ça explique pas mal de choses, quoi. Et accepter de voir des flics ou des militaires en armes aussi dans nos rues, sous prétexte que c'est pour assurer une sécurité, c'est quand même quelque chose de bizarre. On peut le questionner, on peut se dire je suis pour ou je suis contre, mais il ne faut pas oublier que
c'est quelque chose de pas naturel. Quand j'avais votre âge, il n'y avait pas de flics ou de militaires armés dans les rues, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Ou alors, sporadiquement, lorsque Khaled Kelkal, en 95, fait un attentat, mais vraiment, on en avait très peu, à tel point que j'allais dans des pays, je me souviens qu'au milieu des années 90, je suis allé en Turquie, et là, on voyait parce qu'il y avait des problèmes avec les Kurdes et tout ça, et il y avait des militaires armés d'armes de guerre, et ça me faisait vraiment bizarre. Mais en tout cas, en France, ça n'existait pas, quoi. Et maintenant, on voit ça. On voit des militaires se balader, alors... Est-ce que c'est pour notre sécurité ou pas? Je ne sais pas. Enfin bon, on peut se poser la question. On a le droit de se poser toutes les questions. Hein. Et voilà, cette violence aussi qui est acceptée d'une certaine manière, même ça c'est plus une violence symbolique, c'est pas une violence physique, mais on a le droit de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous fait accepter aussi de notre soumission à une autorité, alors qui est en France, qui est relativement... qui est démocratique. Enfin, voilà, nos dirigeants, on les a soi-disant élus. Maintenant, il y a une autre question qui peut se poser. Qu'est-ce que ça veut dire élire un président de la République ou des députés avec un tel pourcentage d'abstentionnisme? Si, enfin, je ne sais pas, combien de personnes ont voté pour le président ou le président précédent et tout ça? Enfin, ça ne fait pas beaucoup sur je sais pas, 40 millions ou 50, je ne sais pas combien on est de plus de 18 ans en France, mais enfin bon, ça ne fait pas grand-chose. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut voilà, on a le droit de se les poser, on a le droit d'y répondre à sa façon aussi. Et à travers mes romans, je veux aussi questionner cette violence, cette acceptation de la violence au sein de nos sociétés. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Frédéric Paulin, vous pouvez lever la main. On va passer, vous apporter le micro. On parlait du fait qu'on était un peu voué à oublier tout le temps, ou en tout cas on mettait beaucoup de temps à revenir sur l'histoire. Est-ce que selon vous, on est du coup prédisposé à refaire les mêmes erreurs tout le temps, ou nous, ou l'État, forcément, ou pas? Non, évidemment, je crois qu'on peut s'améliorer, évidemment, sinon j'écrirais pas, ça serait foutu, quoi. Enfin, je serais m'enfermé dans ma baraque à la campagne et je ne sortirais plus. Mais non, bien sûr, on peut apprendre du passé et de ses erreurs passées. Maintenant, c'est compliqué d'avoir un doute sur sa propre position, d'ailleurs, sur ses engagements, sur ses réactions vis-à-vis d'une situation de crise ou d'une situation compliquée. L'avantage du roman, c'est que l'écrit, ça garde une trace, enfin, on a cette trace, et moi le roman que je fais, c'est peut-être avec cette volonté de dire au lecteur, on a commis des erreurs, et puis l'État a commis des erreurs, nos dirigeants ont commis des erreurs, nous avons commis des erreurs, mais on peut peut-être faire différemment, quoi. Non, j'y crois, il n'y a pas de présupposition. Maintenant, c'est vrai que socialement, alors on va faire de la sociologie sauvage, mais il y a une prédisposition de classe, si on peut dire. Moi, j'y crois. Si vous vivez dans un milieu avec un fort capital économique et culturel, vous allez pouvoir effectivement plus facilement vous en sortir et plus facilement changer de voie si cette voie est pas l'idéal. On sait qu'il y a aussi une reproduction des élites intellectuelles, économiques en France. C'est plus facile d'être, en gros, si vous avez du fric et une grosse bibliothèque, vous allez mieux vous en sortir que si vous vivez dans une cité pourrie, quoi. Donc la prédisposition, elle existe, certes, mais moi je veux croire qu'elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Et elle l'est encore moins, sans doute, dans nos pays. Je me balade un peu en Europe et tout ça, et je vois que même en Europe, je me suis un peu plus baladé dans le monde quand j'étais plus jeune, et je vois très bien qu'on a la chance d'avoir beaucoup de librairies, beaucoup de bibliothèques, beaucoup de journaux aussi en France, et ça c'est un truc qui peut permettre aussi de casser un peu la gueule à cette prédisposition dont vous parliez. On a cette chance-là, quoi. Il ne faut pas la perdre aussi, cette chance-là. D'autres questions peut-être? Alors bonjour, j'avais une question sur quand vous créez un personnage de roman. Est-ce que dans ces personnages que vous créez, vous mettez une partie de vous-même, c'est-à-dire vos idéaux, vos convictions, ou quelque chose comme ça, ou est-ce que vous créez une part? Alors voilà,
il y a Philip Roth, qui est un écrivain, un grand écrivain américain, et il a eu cette phrase. Il a dit lorsqu'un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue. Quoi. Au sens où, forcément, même dans le roman et même dans l'invention, la fiction la plus totale, l'auteur va effectivement mettre beaucoup de soi dans le personnage. Et je dois dire que moi, il m'arrive quelque chose, c'est que dans mon dernier bouquin, je parle d'un moment, ces 5 jours à Gênes, où j'étais, et je me suis fait un peu dépasser par ça, tu vois. Je me suis fait un peu dépasser au sens où j'écris ce roman en me disant j'étais là, je sais ce qui s'est passé, voilà, je vais me documenter, je vais créer des personnages fictifs, sauf que ma compagne lit le roman avant sa sortie et elle me dit mais le héros c'est toi là, fais gaffe. Et même l'héroïne là, à côté là, c'est toi, parce qu'elle me connaissait à l'époque de Gênes, et je m'aperçois que j'ai écrit un bouquin qui est super personnel et ça m'a troublé. Je dois dire que c'est bizarre, j'écris ce truc, enfin, il y a quelque chose quand même de très psychanalytique là-dedans. J'écris ce truc en me disant, oh, je fais un roman comme ça, j'essaye d'expliquer un moment historique avec la fiction, comme je fais tout le temps, mais non, j'ai écrit un roman sur moi-même, quoi. Et alors là, pour le coup, je me suis fait coincer quasiment par mes personnages, quoi. Et évidemment, même les personnages les plus fictionnels, lorsqu'ils sont angoissés, lorsqu'ils sont heureux, lorsqu'ils sont amoureux, j'y mets de ce que je sais de l'angoisse, de la peur ou de l'amour, quoi. Et donc forcément, c'est toujours un peu autobiographique, ouais, tous les personnages. Petite anecdote, ma compagne, quand elle lit un de mes romans, et qui a une jolie jeune femme aux yeux bleus et aux cheveux noirs de jet, elle me dit, c'est qui cette salope, quoi. Elle me dit, c'est qui celle-là? Et je lui dis, non, mais c'est personne. Elle me dit, tu te fous de ma gueule, c'est qui, quoi. Donc, voilà, on est tout le temps un peu prisonnier de... Ouais, la création, ça vient de quelque part qui est, je sais pas, entre là, je sais pas. Et donc, forcément, quoi. Donc, c'est toujours un peu autobiographique, quoi. Je voudrais juste profiter de votre présence pour insister vraiment auprès des étudiants sur l'intérêt que présentent les romans et les romans de manière plus générale qui contextualisent historiquement, géographiquement, politiquement. Vos romans ont une dimension, à mon sens, vraiment supérieure aux romans policiers classiques qui paraissent tellement fades et plats finalement après vous avoir lu. Peut-être que Devilliers avait commencé avec ses fameux SAS à l'époque, c'est peut-être lui qui a lancé ce style de roman. Je fais allusion aussi à Don Meyer, par exemple, dans ses premiers romans, qui contextualisent énormément aussi avec l'apartheid, avec Caril Ferré le fait aussi, pas mal avec les dictatures d'Amérique du Sud. Donc vraiment, ça donne une dimension supérieure, c'est beaucoup plus intéressant. Et le suspense y est aussi, le roman noir, là, il est blanc, votre écriture est directe, elle est sans fioriture, platitude, sans compromission, c'est nerveux, voilà, j'aime beaucoup. Alors, pour rebondir sur ce que disait notre étudiant tout à l'heure, je voudrais aller juste un peu plus loin. Vous dites effectivement, les pays occidentaux tiennent-ils vraiment compte de leur passé, de leur histoire? Moi j'ai été effaré quand même par l'Afghanistan là, récemment. Comment les pays occidentaux peuvent-ils soutenir de ne pas avoir été informés au courant de ce qui allait se passer en Afghanistan? On a vraiment l'impression, voilà, la question c'est, avez-vous cette impression, qui est quand même très très documentée politiquement, que désespérément on ne tire jamais les leçons de notre passé et est-il vraiment possible que l'Afghanistan ce soit vraiment comme ça, au milieu du ciel? Individuellement, je pense qu'on peut tirer des leçons de notre passé. Maintenant, au niveau des États, j'ai quelques doutes, vraiment des doutes. Et effectivement, ce dont vous parliez, en 2001, quand même, on fait la guerre, on débarque, je dis on, mais les Américains et puis leurs alliés débarquent en Afghanistan, en Irak. Enfin, c'est une guerre terrible qui fait je pense, des millions de morts. Enfin, il y a des gamins qui sont morts. Et surtout, ce qui bouleverse complètement toute une région, voire tout un monde, quoi. Et 20 ans après, on a cette métaphore d'une cruauté sans borne, quoi. On a les Américains font la guerre en 2001-2003 pour virer les talibans reviennent 20 ans après au pouvoir, et puis on fait comme si de rien n'était, parce que la réelle politique nous ordonnerait presque de
tisser des liens diplomatiques avec ces gens-là, quoi. Et pour le coup, finalement, la position de la France et d'une certaine manière de l'Occident est peut-être plus en recul vis-à-vis des talibans, parce qu'on sait que les Chinois, les Indiens à côté, ils sont allés direct. Enfin, c'est de leur intérêt, ils sont plus dans la région et tout ça. Donc, il y a un soutien massif des gouvernements étrangers. Et là, effectivement, on pourrait en tirer la conclusion on ne tire pas de leçons du passé au niveau de nos dirigeants politiques. Non, c'est aberrant, ouais, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas quelle conclusion on peut tirer de... Non, je ne crois pas du tout à la naïveté. Du cynisme, certes, et puis surtout un profit économique. Il faudrait rentrer dans les détails, et peut-être on n'a surtout pas le temps, et ça peut être compliqué, mais cette guerre en Irak, depuis 20 ans, c'est pas pour des bonnes options. Enfin, derrière, il y a des grands groupes économiques américains, Halliburton et autres, les néoconservateurs américains qui ont poussé à la guerre, à l'invasion de l'Irak, étaient liés avec des grands groupes industriels et économiques américains. On le sait maintenant, c'est clair, quoi. Mais plus encore, si on fait la guerre en Algérie, nous, les Français aussi, c'est parce que l'Algérie était un pays qui était riche, qui est le second producteur de pétrole en Afrique et le premier producteur de gaz. Donc c'était notre intérêt. En plus, on faisait des essais nucléaires dans le Sahara. Donc voilà, on ne fait pas la guerre parce qu'on veut leur apporter l'éducation et que leur expliquer que leurs ancêtres c'était les Gaulois, quoi. Enfin, non, il y a tout le temps des motivations purement économiques. Il faut pas se voiler la face. Et dès ce moment-là, c'est vrai que les leçons. Quoique, moi je pense que les dirigeants en tirent des leçons, hein, en se disant on va faire un peu mieux pour se faire un peu plus de fric. Hein. S'il faut pousser le cynisme jusqu'à là, moi je suis d'avis qu'on peut le faire, quoi, effectivement. Et c'est vrai que, mais sinon tirer des leçons, on peut dire, démocratiques de notre histoire, c'est compliqué. Ouais. En tout cas, moi j'en ai pas la preuve jusqu'à présent. Quoi. Et puis plus le temps passe, plus une espèce de cynisme là qui m'empêche un peu de respirer. Quoi. Oui, ouais, mais voilà, moi aussi, donc j'ai un intérêt à ce que ça se passe pas mal dans le monde, c'est que je pourrais écrire des bouquins plus tard, quoi. Ah, c'est terrible. On va pouvoir clôturer la rencontre. Frédéric, merci. S'il fallait seulement le salaire est tranquille. Et donc, pour remercier les interventions. Merci. Avec deux accessoires d'objets dont j'espère qu'ils ne serviront plus par la suite. Ouais. Merci beaucoup, merci Olivier. Merci. Merci beaucoup.